À tous et à toutes, bon week-end et merci de suivre ce journal rétrospectif. Après une mission de reconfort du peuple kassaïen suite aux activités des milices, le chef de l'État a regagné Kinshasa le week-end dernier. Pendant ce séjour, Joseph Kabila Kabange a consulté les forces vives à Kananga et il s'est entretenu avec les chefs traditionnels et la société civile en Mbuji-Mayi. Il a émis le vœu de voir les opérateurs économiques accompagner les efforts du gouvernement de la République pour le rétablissement de la paix totale et durable dans le Grand Kasaï. 2 jours durant, le gouvernement Bruno Tshibala a été à l'école du savoir à la Cité de l'Union africaine. Ministres d'État, ministres et vice-ministres ont tous appris les bonnes pratiques de gestion de la chose publique afin d'améliorer la performance dans l'action gouvernementale. Enfin, un compromis trouvé entre le gouvernement congolais et les familles politiques et biologiques d'Etienne Tshisekedi. Bien que la date du rapatriement de la dépouille n'est pas fixée, les deux parties se sont mis d'accord sur le lieu de sépulture qui est une concession familiale à Ntsele. D'ici peu, un communiqué conjoint fixera l'opinion sur tout ce qui concerne les obsèques de Tshisekedi ou à Mulumba. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a regagné Kinshasa le samedi 3 juin après une mission de reconfort de population de l'espace kassaïen en proie à la poursuite des activités des milices. À Kananga, où il a commencé sa tournée, les consultations de forces vives de la province ont été au cœur du séjour du chef de l'État. L'activisme de terrorisme dit Kamouyan Sampou a été à la base de la dégradation du tissu socio-économique dans les Grands Kasaï, un constat amer fait par Joseph Kabila. Le président de la République a cependant émis le vœu de voir les opérateurs économiques accompagner les efforts du gouvernement de la République en vue du rétablissement total d'une paix durable dans cette partie du territoire national. Le chef de l'État a engagé les membres de la FEC à ne rien ménager pour sensibiliser la population à se débarrasser de ces mouvements insurrectionnels pour contribuer à la reconstruction de cette province. Les députés provinciaux, à leur tour, ont été appelés à accompagner le chef de l'État dans la consolidation de la paix. Au Kasaï oriental, précisément à Mbuji-Mayi, où il s'est rendu après l'étape de Kananga, le président de la République s'est entretenu tour à tour avec les chefs traditionnels, les représentants de la société civile, la Fédération des entreprises du Congo, les confessions religieuses, la Ligue de jeunes, ainsi que le membre des exécutifs provinciaux du Kasaï oriental et de la Lomami. Au centre de leurs entretiens, le problème de sécurité, le développement de la province, la relance de la minière de Bakwanga, la desserte en électricité et en eau potable et la réhabilitation de la voirie urbaine fortement détruite. Le chef de l'État a promis, entre autres, l'électrification de la province car il est d'avis que la relance de la SNEL devrait régler la question de l'eau et de l'obscurité qui favorise l'insécurité dans cette partie du pays. Parmi les autres promesses du chef de l'État figure la relance du trafic ferroviaire entre Mweneditu et Kananga, la reprise des études pour la relance des activités de la MIBA, la lutte contre les érosions et la réhabilitation de la voirie. Avant de reprendre son avion pour Kinshasa, Joseph Kabila a également visité quelques chantiers en cours dans la ville de Mbuji-Mayi, notamment le pont en érection sur la tristement célèbre érosion Mbala-Wachitolo. Pas de débat sur le référendum en République démocratique du Congo cap vers les élections, c'est ce qu'a assuré le président de la République Joseph Kabila Kabange le samedi 3 juin dans un entretien avec le magazine allemand Der Spiegel. Un entretien que le chef de l'État a abordé sans tabou sur tous les sujets d'actualité brûlante. La préoccupation du journal allemand étant l'organisation des élections le plus tôt possible, le président de la République a expliqué qu'il n'a rien promis à ce propos. Ce, tout en rappelant que c'est à la CENI que revient de répondre à une telle préoccupation puisque c'est cette institution qui, selon la constitution congolaise, a la charge d'organiser les élections. Un avis que pousse Thierry Moussenepo, un des communicateurs de la majorité présidentielle. Il estime qu'il n'y aura pas d'élection cette année, vu les contraintes techniques et politiques. Il faut savoir une chose, c'est que nous étions en manque de fichiers électoraux fiables. Et ce travail, la CENI est en train de s'atteler à pouvoir le confectionner aujourd'hui, un fichier électoral qui va prendre en compte les nouveaux majeurs, qui va prendre en compte le fait d'élaguer les doublons et ceux qui ont été décédés, ainsi que certains de nos jeunes qui sont aujourd'hui dans les rangs de notre armée. Mais au-delà de cela, il y a des contraintes d'ordre sécuritaire. Vous avez vous-même constaté que jusque-là, dans le Grand Kasaï, il y a eu un retard en ce qui concerne le processus d'enrôlement des électeurs à cause du terrorisme des Kamouyan Sampou. Au-delà de cela, il faut savoir qu'il y a des lois qui sont liées
explicitement en ce qui concerne le processus électoral et qui doivent passer au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Tout cela nous pousse à croire, et il n'est de secret pour personne, qui soit consciente de la chose, en prenant en compte les contraintes techniques d'une part, mais aussi des contraintes qui sont d'ordre politique, et là je citerai les lois qu'il faut nécessairement mettre à disposition de la CENI, que les élections seront impossibles à tenir en novembre de cette année. Il ne faut pas avoir de langue de bois, il ne faut pas être magicien pour le percevoir, il suffit d'avoir le bon sens. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que réellement, la volonté d'organiser des élections est là. La preuve est dans le financement du processus électoral. Mais il ne faudrait pas que nous allions dans des élections qui demain va brûler le pays. Interrogé sur une éventuelle réforme de la Constitution qui lui permettrait de postuler à un troisième mandat, le chef de l'État a lancé « Je suis très clair là-dessus ». Tout ce blabla sur un changement constitutionnel est un non-sens total. Quant à son probable troisième mandat, Joseph Kabila a également balayé les intentions qui lui sont prêtées. Nulle part dans la Constitution, l'on ne parle d'un troisième mandat. Elle est une invention provenant des cerveaux éclairés quelque part en Europe ou ailleurs, a-t-il martelé. Pendant 2 jours, les membres du gouvernement d'union nationale ont été formés sur les bonnes pratiques de gestion de la chose publique afin d'améliorer la performance dans l'action gouvernementale. Les ministres et vice-ministres du gouvernement Bruno Tshibala ont aussi appris des notions sur le leadership pour le renforcement de l'efficacité de ce gouvernement de transition. Selon le ministre du Plan, Modeste Bahati Lukwebo, ce séminaire visait à outiller tous les membres de l'exécutif national en vue d'atteindre les objectifs assignés à ce gouvernement. Nous devons œuvrer pour atteindre les objectifs qui ont été assignés au gouvernement d'union nationale. Et vous connaissez ces objectifs. Nous devons à tout prix mobiliser les ressources pour soutenir la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes. Nous devons travailler pour la stabilisation du cadre macroéconomique. Nous devons améliorer le social des populations. Cette formation qui a duré 2 jours a aussi concerné la gestion de résultats et le fonctionnement de la politique extérieure de la RDC. Rappelons que cet atelier a été organisé par le secrétariat national pour le renforcement des capacités Sénarec. Par ailleurs, à la clôture de ce séminaire, les membres du gouvernement ont demandé au Sénarec d'étendre la formation aux membres de leur cabinet pour plus d'efficacité. Plusieurs chefs d'État africains continuent à désapprouver les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis infligées contre le haut dignitaire du régime de Kinshasa. C'est le cas du président tanzanien John Magufuli qui promet son soutien à la RDC au cours d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères congolais Cheo Kitundu en tournée dans la région de Grand Lac. En sa qualité de président de la Troïka politique et diplomatique de la SADC, le président tanzanien a qualifié les récentes sanctions contre les personnalités congolaises d'inacceptables et à lui d'ajouter que la SADC et l'Union africaine prendront des dispositions pour rejeter ce pratique injuste visant la déstabilisation des pays africains. Après la Tanzanie, le ministre congolais des Affaires étrangères s'est rendu en Zambie où il a été reçu par Edgar Lungu, président zambien. Ce dernier, visiblement convaincu par le message envoyé par son homologue congolais Joseph Kabila, a rejoint le point de vue du président tanzanien, estimant à son tour que ces sanctions sont l'œuvre de partenaires internationaux ayant des agendas cachés pour leurs intérêts égoïstes. Léonard Cheo Kitundu a salué le soutien de ces 2 pays africains. Nous avons condamné ensemble les ingérences extérieures dans les politiques internes des pays de la région. Et nous avons décidé ensemble d'initier une réaction commune de l'Union africaine. Rappelons par ailleurs qu'après l'Angola, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie, le vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères aurait achevé sa tournée en Zambie dans le souci de maintenir les relations diplomatiques. Après l'Union africaine et la CIRGL qui ont jugé ces sanctions d'injustes, sur le tour des Congolais de les qualifier d'illicites et de non fondées. D'après Thierry Monsenepo, un des communicateurs de la majorité présidentielle, l'Union européenne étant une organisation régionale ne peut en aucun cas aller au-delà de ses frontières pour sanctionner un pays sans respecter les éléments fondamentaux du droit tels que la contrepartie. Il faut savoir qu'en ce qui concerne les sanctions prises par l'Union européenne, c'est que c'est totalement illicite, puisque la charte des Nations Unies est claire en cette matière. La question de sanctions n'est dévolue de manière exclusive qu'au Conseil de sécurité. L'Union européenne est une organisation régionale
qui n'a de droits et de devoirs qu'envers et devant ceux qui font partie de cette organisation régionale. Ils ne peuvent pas aller au-delà, en commençant notamment à porter des sanctions sur des individus d'autres pays, sans pour autant respecter les éléments élémentaires, fondamentaux du droit, tels que la contrepartie, tels que la défense même de la personne qui est accusée. Ça, c'est d'abord sur le plan de la forme. Mais allons dans le fond. Qu'est-ce qui est reproché réellement à ceux qui sont sanctionnés? Je prendrai à la volée le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, son Excellence Ramazani Chadari, qui d'ailleurs a usé de sa position pour ramener la paix, notamment en faisant installer un successeur au trône de la succession Kamwina Sampou. Donc ça signifie qu'il a rapporté la paix, mais on le condamne. Le général Mundos, il est condamné parce qu'on est parti prendre les témoignages des ADF Nalou, c'est-à-dire que quelqu'un qui combat des terroristes, mais on va prendre le témoignage des terroristes. Pour son Excellence Lambert Mende, parce qu'il est la voix de la répression. Cela n'a aucun sens sur le plan juridique. Mais au-delà de cela même, lorsque l'on dit que c'est pour le signal de certains médias fermés tels que RFI, mais il y a une loi que le ministre a appliquée. En réalité, c'est la loi qui a frappé. Thierry Mosenepo a par ailleurs ajouté que ces sanctions ont pour but de fragiliser le président de la République, qui est un nationaliste et un défenseur de son pays, la RDC. Il invite à cet effet les Congolais à être sereins et à se faire enrôler massivement en vue des élections démocratiques. Le gouvernement congolais a finalement accepté la collaboration de l'ONU pour une enquête internationale sur les violences au Kasaï. Une annonce faite par Marie-Ange Mouchébékwa le mardi 6 juin à Kinshasa. D'après la ministre des Droits humains qui réagissait aux menaces des Nations Unies, lesquelles attendaient dans un délai de 2 jours les engagements de l'exécutif congolais sur ces investigations, le gouvernement congolais n'a rien à cacher. Et à elle d'ajouter que le pays de Joseph Kabila reste ouvert à tout appui logistique et technique de l'ONU. Mais cette collaboration avec les Nations Unies est conditionnée, a indiqué Marie-Ange Mouchébékwa. Elle a fait savoir que la RDC devra garder la direction de cette enquête qui fera la lumière sur l'assassinat de Sharp et Catalan, sans ignorer les Congolais assassinés par la milice Kamwina Sampou. Pour rappel, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad Al-Hussein, a indiqué mardi 6 juin à Genève en Suisse qu'il attendait, dans un délai de 2 jours, des réponses appropriées du gouvernement de la RDC concernant une enquête conjointe sur les violences meurtrières commises dans l'espace kassaïen. La justice congolaise a déjà débuté le procès des assassins présumés des 2 experts des Nations Unies et leurs compagnons congolais dans le Kasaï central. C'est le lundi 5 juin dernier que la justice militaire a ouvert ce procès pour faire la lumière sur cette affaire. Selon les avocats de 2 présumés assassins, les 2 incriminés ont comparu et sont poursuivis pour crimes de guerre par meurtre, crimes de guerre par mutilation, terrorisme et participation à un mouvement insurrectionnel. Par ailleurs, le ministère public a demandé le report de ce procès pour lundi 12 juin 2017. Cette demande a été faite après que la défense ait mis en cause la compétence du tribunal militaire de garnison de Kananga qui, d'après la défense, n'est pas habilité à juger les crimes de guerre. La partie défenderesse a estimé que ses clients ont été détenus irrégulièrement. Il s'est de rappeler que ce procès s'est ouvert 48 heures après le séjour du chef de l'État Joseph Kabila Kabange au Kasaï, 8 mois après l'éclatement des violences dans cette partie centrale de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi relatif à la modification de la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle lors de sa plénière tenue ce lundi 5 juin 2017 au Palais du Peuple. Ce projet de loi, déposé par les ministres en charge de la Justice, Alexis Ntambwe Mwamba, n'a pu être examiné suite à la motion incidentielle initiée par le député Henri Thomas Lokondo. Ce dernier a démontré noir sur blanc devant ses pairs que ce projet n'avait jamais fait l'objet d'un débat au sein du gouvernement. Argumentant sa motion incidentielle,
constitutionnel, Henri Thomas Lokondo a relevé aussi l'inobservance du règlement intérieur régissant l'Assemblée nationale. D'après le dit règlement, le ministre Tamboué ne devrait pas directement s'adresser au président de la Chambre basse. Cette prérogative relevait de la compétence du Premier ministre, indique le règlement intérieur. Pour rappel, le numéro 1 de la justice congolaise a déposé au bureau de l'Assemblée nationale un projet de modification de la loi de 2013 sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Ce projet de loi n'étant pas conforme aux dispositions légales en la matière, le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, s'est vu dans l'obligation de le rejeter pour vice de procédure. Etienne Tshisekedi Mulumba sera finalement inhumé à Kinshasa, plus précisément dans une concession familiale à Ntsele, dans la périphérique du centre urbain de la capitale congolaise. C'est le compromis trouvé entre les familles biologiques et politiques du leader Maximo et le gouvernement congolais. Cette information a été confirmée par le jeune frère du défunt et chef de la famille, Monseigneur Gérard Mulumba. Les trois parties se sont aussi accordées sur le lieu de l'exposition de la dépouille du fils de Limete. Selon Monseigneur Gérard Mulumba, c'est au Palais du Peuple que les funérailles pourront finalement avoir lieu, avec bien entendu la bénédiction de l'équipe gouvernementale de Bruno Tshibala. Une occasion pour la classe politique congolaise et la population en général de rendre un dernier hommage à celui qu'on appelait Yachichi. Rien n'est encore définitif, a fait remarquer un membre de l'UDPS qui a pris part aux discussions entre les différentes parties concernées. Selon ce cadre de l'UDPS qui a gardé l'anonymat, tout sera sanctionné par un communiqué conjoint entre le gouvernement, l'UDPS et la famille biologique d'Etienne Tshisekedi. Ce communiqué qui devrait être signé au lendemain de la clôture du séminaire du gouvernement. Et la date du rapatriement de la dépouille d'Etienne Tshisekedi à Kinshasa sera officiellement connue dans les tout prochains jours. Il y a 2 semaines que la CENI a débuté le processus d'enrôlement des électeurs à Kinshasa. En bon citoyen, le député national Zakari Bababasui a rempli son devoir civique qui est celui de s'enrôler. Il l'a fait en sa qualité d'autorité morale du parti politique Agir. Zakari Bababasui a à cette occasion appelé la population congolaise à obtenir la carte d'électeur pour être éligible aux prochaines échéances électorales, car cette carte est un pouvoir, a-t-il rajouté. L'autorité morale de Agir a ainsi exhorté les Quinois à s'enrôler massivement afin d'obtenir plus de députés quinois dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, car le nombre de députés dépendra du nombre de personnes enrôlées. Mwana nyonso tu ya Kinshasa oyo botami na Kinshasa okoli na Kinshasa mutu nyonso oyo Kinshasa eyambi commission na mbongo esali yo makambo nyonso bien zwa carte d'électeur na yo po ekende et permettre yo o voter to ozala candidat. Carte oyo eza pouvoir munene oyo mboka epesi biso ya kolongola batu na pouvoir pe ya kotia batu asika. Par ailleurs, Zakari Bababasui a invité la CENI à accélérer le processus d'enrôlement et à bien équiper les différents centres que comprend la ville de Kinshasa pour que la population tout entière s'enrôle comme il est faut. Les églises de Kinshasa sont interdites d'occuper les espaces publics sans autorisation et doivent s'abstenir de tapage diurne et nocturne. C'est dans les soucis de mettre de l'ordre dans la conduite des églises installées à Kinshasa que le commissaire provincial de la police de la ville-province de Kinshasa, le général Célestin Kanyama, a réuni les responsables des églises afin qu'ils se conforment aux textes en vigueur. Un ultimatum de 2 semaines a été lancé par les commissaires provinciaux de la police de la ville-province de Kinshasa aux responsables des églises concernées afin de régulariser leurs documents auprès des instances compétentes. À partir du 26 juin, les éléments de la police descendront sur le terrain pour procéder au contrôle des documents administratifs requis de chaque église. Tout est clair, nul n'est censé ignorer la loi, mais la procédure pénale nous rappelle qu'avant la sanction, il faut toujours sensibiliser. Il faut rappeler les gens à l'ordre. Et c'est ce que nous avons fait. Désormais, les églises et les confessions religieuses qui envisageraient l'exploitation de voies publiques devront préalablement solliciter une autorisation des autorités compétentes. Rappelons que les différentes résolutions ont été prises par une commission mixte ad hoc composée de membres de la police et des églises représentées au cours d'une rencontre au commissariat général de la police. Clôture mercredi 7 juin par la plateforme Oui Jeunesse de l'atelier de réflexion sur l'élaboration de son plan d'action. L'objectif visé était celui de renforcer les capacités organisationnelles et de la promotion de l'autonomisation des jeunes à l'horizon 2030.
Les participants ont été instruits sur la planification, l'élaboration d'un projet et sur le leadership et management, notamment dans les domaines de l'éducation. Quelques jeunes ont exprimé leur satisfaction à l'issue de ces assises, mais demandent cependant aux autorités de les soutenir. Désormais, je vais élaborer plusieurs projets, voir celui qui est meilleur par rapport à l'autre et dans quelle mesure avoir un apport plus concret sur la société congolaise, voir comment aider les jeunes en fonction de nos projets à aller de l'avant. Disons, faisons la promotion de l'éducation et de l'instruction puisque c'est le domaine et le secteur dans lequel nous travaillons. Au travers de cette formation, nous avons eu à accroître plusieurs connaissances et compétences et nous pensons bien que tous les jeunes qui peuvent participer à ces genres d'ateliers pourront nécessairement être performés. Et mettre en pratique, on doit d'abord nous tous être réunis, associés d'abord avec les autorités ou le gouverneur pour qu'enfin qu'ils nous puissent aider financièrement, parce que nous-mêmes comme ça on ne saura pas faire peut-être un grand projet, parce que le projet ça demande de connaître d'abord toi-même et d'associer avec les autorités, donc chef de l'État. Roland Mena, secrétaire général de la structure politique de la diaspora Lisanga et intervenant à cet atelier, a invité la jeunesse à prendre ses responsabilités et aux autorités de mettre les moyens adéquats pour aider cette jeunesse. La jeunesse, je lui demande de prendre ses responsabilités, de s'assumer, et il faut qu'elle comprenne qu'elle doit travailler, que les choses ne tombent pas du ciel et que, comme dit l'adage, qui ne fait rien n'a rien, qui ne tente rien n'a rien. Et franchement, à ce niveau-là, j'encourage les responsables de Oui Jeunesse parce que je sens que ce sont des responsables qui sont motivés, qui sont matures aussi. J'ai discuté avec eux et on sent qu'il y a un niveau intellectuel, un niveau de responsabilité et un volontarisme qui est vraiment affiché, qui est notoire, qui est avéré. Maintenant, tout ce qui leur manque, c'est d'avoir les possibilités de leurs moyens ou bien les possibilités les moyens de leurs ambitions, j'allais plutôt dire. Mais c'est vrai que les autorités ont aussi un travail à faire de ce côté-là, dans ce sens qu'elles ont à mettre des infrastructures en place qui pourraient permettre à toutes ces compétences de s'ouvrir et de s'éclater dans le bon sens du terme, dans l'intérêt du plus grand nombre au niveau de la République démocratique du Congo. Je pense que le côté social, Oui Jeunesse peut apporter quelque chose vraiment de palpable et de probant. Yvon Ramazani, doyen du collège des fondateurs de Oui Jeunesse, qui a participé à la clôture de cet atelier, a remercié tous les participants aux travaux. Il a par ailleurs fait savoir qu'il sera communiqué ultérieurement l'implémentation de toutes ces connaissances acquises. Le doyen du collège des fondateurs a enfin remercié tous les ministères du gouvernement qui ont accepté sans condition de former pendant 2 jours ces jeunes. Désormais, le prix du litre de carburant à la pompe hausse de 80 francs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette décision d'augmentation par litre d'essence, de gasoil ou de pétrole est du regroupement de sociétés pétrolières privées du Congo. Une décision qu'il justifie par le changement constaté sur le marché quant aux paramètres de fixation du prix de carburant dans le taux de change auquel il doit faire face. À l'ouest, précisément à Kinshasa, l'essence quitte de 1650 francs congolais à 1730 francs congolais. À l'est, de 1380 à 1420 et au sud du pays, de 1340 à 1400. Cependant, ce regroupement des pétroliers indique que l'augmentation ne dépasse pas le seuil de 5% de l'ancien prix. Quand bien même ces pétroliers insistent que ce nouveau tarif n'a pas d'incidence sur le prix d'autres biens et services tels que le transport en commun, les chauffeurs taxis de Kinshasa, mécontents, promettent de revoir à la hausse le prix de la course. Les conducteurs taxis de Kinshasa promettent de revoir à la hausse le prix de la course. Vraiment, en tout cas, ça peut transport comme ça. 10 litres, on a 18 000 francs, en tout cas, c'est trop. Et l'équipe verse mes achats, 32 000 francs. Transport éthique à la gare, on a sermoni qui sont toujours taxi, vraiment, en tout cas, dans le Congo, vraiment, en tout cas, il est OK, on peut transport fait mat. Ça, c'est bien, beaucoup de choses. C'est 100 saisons, on est à qui a mis 300 pour tout vivre ma baie. Les conducteurs taxis de Kinshasa, on appelle donc à l'autorité compétente de pouvoir régler cette situation pour que chacun, pétrolier comme taximène, garde l'équilibre dans son travail.
La grande papeterie de la ville de Kinshasa, New Shop, actuellement Pop Shop, située sur le boulevard du 30 juin, est en pleine liquidation de ses produits. Une liquidation totale de moins de 50% mise en place à l'insu des agents, dont certains y travaillent depuis 40 ans. Jusque le jeudi 8 juin, les agents du Pop Shop ont travaillé normalement jusqu'à leurs heures de fin de service, sans que leur patronne dise un mot sur cette liquidation. Grande surprise, à leur arrivée ce vendredi 9 juin matin au travail, ils apprennent que la propriétaire qui est d'origine canadienne a décidé de liquider sa marchandise pour se lancer dans une autre affaire. Selon certaines indiscrétions, la Canadienne propriétaire du Pop Shop va désormais vendre des boissons et liqueurs vu que le marché est bondé des papeteries. Mais elle a promis de donner à chaque agent un décompte final. C'est donc un dossier à suivre. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Ce vieil adage vaut son pesant d'or, surtout en cette période de saison sèche, laquelle est à la base de plusieurs maladies dites virales si l'on n'y prend pas garde. Face aux dangers qui guettent la population, mais surtout les enfants, tout au long de cette saison, le docteur Benjamin Kitoko a énuméré certaines précautions à prendre en vue de se mettre à l'abri des maladies qui se développent généralement en cette période. Nous allons demander à toute la population de pouvoir s'habiller conséquemment. S'habiller conséquemment signifie, pour les hommes et pour les femmes, mettre des vestes, mettre des tricots, mettre des pullovers, éviter de s'habiller léger. Parce que plus il y a le froid qui vous frappe, plus vous avez la probabilité de tomber malade. Et tous nous savons, la maladie qui est plus en vogue pendant la saison sèche, ce sont les maladies des voies respiratoires. C'est la grippe, ce sont des pneumonies, ce sont des bronchites. Et surtout chez les enfants, il faut vraiment veiller à ça, les adultes aussi, parce que quand on ne tient pas compte de ce comportement face à notre façon de nous habiller, on peut facilement tomber malade. Dans le cadre de la prévention, ce médecin a invité la population à manger gras, à consommer les aliments chauds et des boissons chaudes, mais aussi consommer beaucoup de fruits. La saison sèche demande que nous puissions éviter des aliments trop frais. Les aliments frais ont comme conséquence un refroidissement au niveau de l'organisme de façon générale, avec comme conséquence l'exposition à développer encore une fois de plus des maladies respiratoires. Voilà pourquoi nous allons demander à toutes les familles de favoriser des repas chauds, donner aux enfants des repas gras, parce que plus nous aurons de la graisse, plus nous allons les brûler et plus nous allons produire de la chaleur en nous afin de faire face au froid environnemental. Nous allons inciter les familles à manger des fruits. La vitamine C fait partie des vitamines qui renforcent l'immunité. Et ça permet à tout le monde de faire face aux infections virales que nous avons citées en passant, la grippe et autres. Manger beaucoup de fruits pendant cette période, c'est très capital. Et puis boire aussi beaucoup d'eau. Poursuivant l'aspect éducatif de son métier, le docteur Benjamin Kitoko a interpellé les jeunes filles qui s'accrochent à la mode en négligeant toutes les précautions utiles. Il les invite à s'accommoder à la saison. Il est très capital, bien que on est toujours à la compétition avec la mode, à la recherche de l'exhibition de la beauté. Pendant la saison sèche, on doit d'abord prévaloir les raisons sanitaires et privilégier la couverture du corps, permettre au corps d'être protégé des intempéries liées au froid. L'observance de ces mesures préventives mettra les uns comme les autres à l'abri des maladies saisonnières. Célébration ce 9 juin 2017 de la Journée internationale des archives sous le thème Archives, citoyenneté et interculturalisme. À l'occasion de cette commémoration, le Conseil international des archives invite les États, les institutions, les organisations tant nationales qu'internationales, ainsi que les particuliers à démontrer le rôle et l'importance des archives, mais aussi partager leurs expériences dans ce domaine. Une occasion en or, estime le Conseil international des archives, pour montrer à la face du monde que la profession d'archiviste et de gestionnaire
gestionnaire des documents est noble, accessible, indispensable et utile à tous. D'où il est important de relever le caractère indispensable des archives, lequel se traduit par le fait qu'elles apportent la preuve, l'explication et la justification à la fois des actions passées et des décisions actuelles. Retenez que la Journée internationale des archives instaurée en 2008 a pour but de faire prendre conscience à l'opinion publique de l'importance des archives et aussi attirer l'attention des pouvoirs publics sur les avantages d'un bon archivage susceptible de garantir une gouvernance de qualité. Voici le rappel des grands titres de la semaine. Après une mission de reconfort du peuple kassaïen suite aux activités des milices, le chef de l'État a regagné Kinshasa le week-end dernier. Pendant ce séjour, Joseph Kabila Kabange a consulté les forces vives à Kananga et il s'est entretenu avec les chefs traditionnels et la société civile à Mbujimayi. Il a émis le vœu de voir les opérateurs économiques accompagner les efforts du gouvernement de la République pour le rétablissement de la paix totale et durable dans le Grand Kasaï. 2 jours durant, le gouvernement Bruno Tshibala a été à l'école du savoir à la Cité de l'Union africaine. Ministres d'État, ministres et vice-ministres ont tous appris les bonnes pratiques de gestion de la chose publique afin d'améliorer la performance dans l'action gouvernementale. Enfin, un compromis trouvé entre le gouvernement congolais et les familles politiques et biologiques d'Etienne Tshisekedi. Bien que la date du rapatriement de la dépouille n'est pas fixée, les deux parties se sont mis d'accord sur le lieu de sépulture qui est une concession familiale à Ntsele. D'ici peu, un communiqué conjoint fixera l'opinion sur tout ce qui concerne les obsèques de Tshisekedi ou à Mulumba. Cette rétrospective est terminée. Bon week-end à tous.